1, 2, 3, 1, 2, 3. בסדר. זו שיחה מוקלטת בביתו של אדון וגברת מיטלסבק בתל אביב ב-26 למאי 1965 על נושא המחתרת היהודית בבלגיה בזמן מלחמת העולם השנייה. השיחה תתנהל בצרפתית. Pour commencer, pourriez-vous me raconter ce qui vous est arrivé après votre retour de la fuite lors de l'occupation de la Belgique en 1940? Nous sommes revenus en Belgique au mois d'août 1940, après avoir été quelques mois en France. Oui. Nous avons pensé qu'on pourrait recommencer à travailler et à vivre, comme les Allemands nous l'ont promis, encore à Royan, en France, mais la réalité était tout à fait autre. On a commencé à travailler en Anvers, et puis en 1941, il y a déjà eu des excès contre les Juifs. On a commencé à brûler certaines choses à la synagogue, et alors nous avons décidé de quitter Anvers et nous sommes arrivés à Bruxelles. À quelle date était-ce? C'était au mois de novembre, je crois 41, si je ne me trompe pas. Mais ça doit être en novembre. Et est-ce que vous avez appartenu à Bruxelles à quelque organisation juive? À ce moment-là, pas. Je n'ai appartenu à aucune organisation. Seulement, à cette date 41 ou 42, nous avons été obligés de nous inscrire à l'AJB, à l'Association des Juifs de Belgique. Oui. Et on nous a imposé certaines sommes à payer, on a eu à discuter, et chacun a payé. J'ai encore quelques documents en ma possession. Malheureusement, je ne les trouve pas en ce moment-ci. Mais à l'occasion, je vous le remettrai. Est-ce que les gens d'habitude se sont soumis aux directives de l'AJB? Les directives étaient seulement à payer. Il y avait un comité qui a été formé probablement par les Allemands, Oui. et il nous imposait certaines sommes à payer annuellement. Bon, et quand est-ce que vous avez été arrêté? Nous avons été arrêtés, ma femme et moi, en mars 1943. Mars 1943, oui. Alors nous avons séjourné pendant quelques temps à la Gestapo à l'avenue Louise. Ensuite, nous avons été transportés au camp de Malines, à la caserne d'Ossin. Un instant, avant que nous passions au chapitre de Malines, les arrestations ont commencé déjà au début de l'été 42, n'est-ce pas? Je ne peux pas dire au début, juillet ou 42. Juillet ou 42. Et comment avez-vous réussi à échapper à ça jusqu'en mars 43? Jusqu'en mars 40, nous avons traîné d'une place à l'autre parce que nous avons habité dans un quartier et puis on a fait des rafles. Nous avons assisté de loin aux rafles. On avait encerclé certaines rues et certains quartiers, la gendarmerie allemande. Et après, quand nous avons vu qu'ils approchent déjà de notre quartier, nous avons fui. On s'est transporté dans un autre quartier, puis encore dans un autre. Mais à la fin, nous avons habité à une adresse sous un faux nom. Mais un beau jour, la Gestapo est venue avec un espion, enfin, pas un espion, mais un collaborateur luxembourgeois. Ils nous ont arrêtés. Et pendant cette période-là, donc de juillet 42 jusqu'à votre arrestation, est-ce que vous avez connu quelque chose de l'existence du comité de défense des Juifs? Non, à ce moment-là pas. Rien du tout. Et vous n'avez pas été aidé par quelqu'un pour vous trouver des places pour vous cacher? En général, oui, par des personnes, par des connaissances. Nous avons eu connaissance alors d'un mouvement de résistance, mais c'était général, ce n'était pas essentiellement juif. Et vous avez travaillé avec ce mouvement de résistance? J'ai travaillé, je collaborais avec ce mouvement de résistance en plaçant des réfractaires aux ordres allemands, la jeunesse. J'ai même essayé de placer les jeunes gens belges qui ont été convoqués. Alors je les ai placés dans certains couvents en Belgique. J'ai réussi, parfois je n'ai pas réussi. Quel mouvement de résistance est-ce que c'était? Est-ce que vous vous rappelez le nom?
Maintenant, je le sais, mais avant, je ne le savais pas. C'était le moment MNB, le Mouvement MNB. National Belge. Oui, bon. Alors, il faut maintenant revenir à votre arrestation et votre séjour à Malines. Que pouvez-vous me raconter à ce sujet? Ils nous ont arrêtés au mois de mars, je ne me rappelle pas exactement la date, 1943. Il y avait un lieutenant allemand qui est venu avec un luxembourgeois, Namur. Je me rappelle exactement le nom parce que j'ai assisté à son procès à Luxembourg. Et j'ai été comme témoin, on l'a condamné. Que faisait-il de Luxembourg à Bruxelles? Il a collaboré avec les Allemands. Et c'est lui qui était, je dois dire, plus brutal que les Allemands lui-même, que le lieutenant. Et alors on nous a transférés à la Gestapo à l'avenue Louise. Nous sommes restés une quinzaine de jours. Ensuite, dans un camion, quand il y avait une 30, 40 personnes environ, dans cette cave qu'on appelait, on nous a transférés à Malines. Et là, nous avons encore séjourné une quinzaine de jours. Un beau jour, ils ont amené la choupeau, enfin 18, c'était des policiers allemands, n'est-ce pas, parce qu'ils portaient d'autres costumes. On nous a embarqués dans un train où il y avait des wagons à bestiaux, par 50, 60 dans un wagon, et le train a bougé. Mais ce qui est curieux, encore à Malines même, n'est-ce pas, je dois dire, les Juifs étaient très très courageux, et même un jour avant le départ, nous avons vu à la cour même de la caserne d'Ossin les jeunes gens juifs qui ont commencé à danser là-haut en chantant. Les Allemands passaient sans réagir. Et le wagon à bestiaux était fermé. Mais d'autre côté, ils ont pris le menuisier qui était au camp, ils ont fermé les petites fenêtres qui étaient là, fermées avec de bois. Enfin, ce n'était pas fort fermé parce qu'en entrant dans le wagon, j'étais le premier à casser cette fenêtre parce qu'on ne pouvait pas respirer. Il y avait une 50, 60 personnes, femmes avec tous les bagages, tout était dedans, avec 2 seaux et tout cela. C'était pendant la nuit, alors nous nous sommes installés dans ce wagon, mais avant cela, dans le camp de Malines même, on menait une propagande pour sauter du train. On appelait ça tout simplement sauter. Mon frère, qui était également arrêté à cette date-là, c'est lui qui était le chef de cette propagande. Je lui ai même dit plusieurs fois, cesse un peu parce que tu exagères, on peut te faire quelque chose. Et il disait à tout le monde, mes enfants, il faut sauter, il faut sauter. Je sais exactement, on va nous tuer là-bas, on va nous gazer. Je ne sais pas d'où il tenait ces renseignements, mais il faut sauter du train. Et votre frère, il appartenait à une organisation? Non, pas du tout. Non plus, à aucune organisation. Mais il était très pessimiste et malgré cela, il a également sauté du train, il s'est sauvé. Et comme on savait qu'on allait dans la Silésie, il y avait des gens qui disaient on sera bien, on aura de la famille, mais malgré cela, nous n'avons pas cru. Et on a sauté, on a fait tout son possible pour sauter. Mais avant cela, nous étions divisés par groupes de 50. Et chaque groupe avait son chef. C'était organisé par les Allemands. Nous savions, on faisait des exercices, n'est-ce pas, 1 ou 2 fois par semaine, je ne me rappelle pas. On se mettait en rang de 50 et le commandant du camp a élu le chef. C'est lui qui sera le chef, qui sera responsable de nous amener quelque part. Il ne disait pas où, évidemment. Mais alors, à ce moment-là déjà, nous nous sommes mis déjà en rapport avec le chef de ce groupe et encore quelques hommes. Nous étions à 4 qui sont mis d'accord de faire chacun tout son possible pour s'échapper. Et justement, ce Jacques, en entrant dans le wagon, il a déjà eu des outils que moi notamment j'ai également chippé, je dirais, n'est-ce pas, et ma femme qui a apporté encore un couteau de la cuisine parce que la femme épluchait des pommes de terre de la cuisine. Et alors avec cela il a fait une petite ouverture dans la porte
Et en mettant le doigt dehors, il a soulevé le loquet qui était fermé de l'extérieur. Et ainsi, on pouvait glisser cette porte, à droite et à gauche. Mais après, quand le moment est venu de sortir, j'ai vu qu'il a pratiqué l'ouverture du côté droit. Et je dis, Jacques, ça ne va pas, on ne saute pas. Parce que le train roule en Belgique, n'est-ce pas, du côté gauche. En sautant du côté droit, nous pouvons rencontrer un train qui venait en sens inverse. Alors il a commencé à travailler et il a vraiment transpiré. Et une demi-heure après, il s'est approché de moi et dit, c'est ouvert, c'est fait. L'autre porte. L'autre porte du côté gauche. Et alors on a commencé à sauter. On s'est mis en rang avec des bouteilles le grand bouteille de spa, vous savez qu'on avait en Belgique, nous avons préparé pour le cas où ils entraient, alors nous étions prêts à nous battre et à faire tout. Alors ces bouteilles étaient mises à côté de la porte pour le cas où on nous dérangerait. Et en arrivant à Louvain, on a déjà entendu le premier tir de mitrailleuse parce que les gens sautaient déjà avant. Et quand nous avons à Louvain, on a sauté près de Louvain et le train roulait à une quarantaine de kilomètres à l'heure. Et arrivant à Roosbeek, avant Tirlemont, le tour est venu de ma femme, alors de sauter parce que nous étions en rang, c'était bien arrangé. Les gens âgés et les femmes qui ne voulaient pas sauter avec des petits-enfants, on les a mis dormir sur la paille là-bas d'un côté, et nous étions ceux qui étaient prêts, nous savions exactement qui était prêt à sauter, nous nous sommes mis de l'autre côté du wagon. Et alors le tour est venu de ma femme, alors il y avait une jeune fille qui dit « Non, laissez-moi sauter, moi la première ». Elle a sauté malheureusement, elle est tombée. Il était déchiré en morceaux. Déchiré en morceaux, le bras d'un côté, une jambe, on voyait qu'elle était morte. À ce moment-là, ma femme me dit, tu as vu ce qui s'est passé? Je dis, je n'ai rien vu, saute. Et elle avait peur, elle a attrapé peur quand elle a vu ça. À un moment donné, j'ai ouvert la porte et je dis, tu dois sauter. Alors elle me répond, si tu veux, alors je saute. J'ai répondu, oui, je veux. Et j'ai ouvert la porte, elle m'a montré encore dans quelle direction elle doit sauter. Je lui ai montré de la main, elle a mis un pied contre la marche et elle sautait en l'air. Elle a sauté. J'ai refermé tout de suite. Mais tout de suite après, j'ai rouvert la porte, malgré qu'on m'a dérangé. Là, il y a quelqu'un qui a remarqué. Et j'ai ouvert la porte et au moment où j'ai sauté, ils ont commencé à tirer sur moi. Une forte tiraille, fort, des mitrailleuses. J'ai même vu des balles traçantes parce que j'avais un manteau peut-être gris ou quoi. Et ils ont vu. Je me suis allongé. C'était la nuit? La nuit, vers 11h30 de la nuit. Je me suis allongé et j'attendais. Et à un moment donné, je me suis retourné, j'ai retourné la tête, j'ai déjà vu le feu rouge du train. Alors, je me suis levé, j'ai commencé à courir en arrière, parce que j'avais prévenu ma femme. Quand tu sautes, tu es couché et tu restes là. Tu ne bouges pas de la place. Et j'ai accouru, je la rencontre, je vois qu'elle est encore par terre. Elle me dit, j'ai cassé un bras. Alors je prends le bras en main et je dis ferme le doigt. Je ne sais pas si c'est l'instinct, ce n'est pas de l'intelligence, c'est l'instinct, peut-être animal, je ne peux pas dire humain. Et je dis ferme le doigt. Alors à ce moment-ci, je dis il n'y a rien de cassé. Ce n'est pas... C'est cette lutte pour la vie ou c'est l'instinct, je ne sais pas ce que c'était. Je dis ça ne fait rien. Elle veut se lever, alors elle ne peut pas. J'ai cassé une jambe. Elle ne sait pas se lever. Et le genou était demi. Alors j'ai donné 2 coups de chaque côté. J'ai donné 2 coups de chaque côté et elle s'est entrée en place. Nous avons commencé à marcher. On a marché pendant des heures, on a marché. Et j'avais perdu mes lunettes en sautant. J'ai oublié de les enlever. Et je ne voyais pas. Je dis à ma femme, est-ce que tu vas à l'église?
tu vas à l'église. Alors elle m'a conduit pendant la nuit vers l'église. Mais on est arrivé, on toque à la porte, on a sonné. Il y a une dame qui vient, qui est là. On dit ouvrez madame, ouvrez. Elle ne voulait pas ouvrir pendant la nuit. Alors nous sommes entrés chez une voisine à côté, un menuisier notamment. Elle nous a gardé 1 heure, puis elle nous a conduits à une place vers la grande route. Elle dit là c'est un lieu sûr. En arrivant là-bas, on commence à toquer à la porte, personne ne répond. À un moment donné, nous voyons arriver des voitures, phares allumés, allant de gauche à droite. Et à ce moment-là, j'ai compris que c'était la Gestapo qui cherchait le fouillard. C'est aussi l'instinct, je vous dirais. Il y avait la pompe à essence était justement blanche, claire. Et cette femme portait un tablier blanc. Je lui ai dit, madame, ne bougez pas. Et je l'ai collé presque contre ce temps. Et nous deux, nous sommes mis contre une porte cochère qui était plus foncée, face à la porte, et ils sont passés. À ce moment-là, cette femme dit, maintenant vous rentrez chez moi. Et le lendemain, je l'ai lavé, et tout cela, nous avons dormi sur des chaises. Le lendemain matin, à 8 heures, elle est rentrée chez le curé, et le curé a dit qu'il va envoyer nous chercher vers 9h30, après le catéchisme. Et justement, c'était le dimanche? C'était un mardi matin. Les enfants apprenaient le catéchisme. Les enfants, il donnait le catéchisme aux enfants à l'église, alors à 9h30, on pouvait entrer chez lui. Il a envahi le bédo, il l'a venu chercher. Il raconte, en notre présence, il raconte à cette bonne femme qu'il avait un train qui amenait des Juifs vers la Pologne. Il y a beaucoup de gens qui ont sauté. Même dans ces villages, il y en a 2 qui se cachent. Alors elle répond, je n'ai pas entendu, je n'ai rien entendu. Et puis il nous regarde, il dit, ce sont peut-être eux. Et il nous regarde, et il dit, maar dat zijn geen Joden. Une demi-heure après, nous sommes entrés chez le curé, il nous a reçus de bon cœur, et il a demandé, qui êtes-vous, et toutes sortes de choses. Et il dit, qu'est-ce que vous voulez? Alors, nous lui répondons, nous voudrions rester 1 jour ou 2 jusqu'à ce qu'on vienne nous chercher de Bruxelles, des amis de Bruxelles. Oui, mais qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. D'ailleurs, je n'ai pas de place ici. Le curé. Vous pouvez rester quelques heures. Et quand nous étions là, sa femme de ménage était probablement sortie. On sonne à la porte. Ma femme se lève, elle veut fuir. Je dis, reste, il n'y a rien à faire. Et il y a un homme qui entre et il dit, monsieur, je vous présente le bourgmestre. Ce curé. Quand je le regarde, et il me regarde aussi, je dis, monsieur, je vous connais. Il dit, mais je vous connais aussi. Puis enfin, on s'est rappelé, on a cherché un ami commun, un ami d'Alost qui nous a présenté un jour. L'autre notamment était un très, très grand catholique, celui d'Alost, et lui aussi. Alors il dit, bon, ça va monsieur, je viendrai vous voir demain, le bourgmestre. Et quand il est sorti, le curé nous dit, eh bien monsieur, vous savez quoi, j'ai ici en haut une petite chambre, alors vous pourrez rester 1 jour ou 2. Et nous sommes restés, c'était une très belle chambre, grande, énorme, n'est-ce pas, et un lit énorme. Elle est restée 3 jours sans bouger. Elle était blessée, j'ai demandé d'appeler un médecin, il a dit non, ça ne va pas. Je ne connais pas le médecin, dit-il. Enfin, elle est restée sans soins pendant quelques jours. J'ai dormi 72 heures. Sans manger. Et il me donnait à manger. Enfin, il dit mangez, mangez. Vous savez, un bon type comme ça. Mangez encore et encore. De la soupe au lait, toutes sortes de choses. Mangez encore. Prenez encore une assiette de soupe. Et nous sommes restés 2 jours. Mais un jour, il me dit, écoutez, monsieur, Pâques approche. Il y a de la famille qui arrive d'un village. Et vous ne pouvez pas rester ici. Il faut faire quelque chose. Je dis, bon, ça va, je vais envoyer une lettre à Bruxelles qu'on vienne me chercher. J'ai écrit une lettre, il m'a donné du papier, j'ai écrit une lettre, et je lui donne, enfin,
Je lui donne à lire cette lettre. Il la lit une fois, deux fois. Il dit, mais monsieur, ce monsieur ne comprendra rien du tout. Qu'est-ce que vous demandez dans cette lettre? Je lui dis, écoutez, je lui demande comme ça, qu'il m'apporte de fausses cartes d'identité, qu'il m'apporte de l'argent et qu'il vienne me chercher. Mais je ne vois pas ça. Et est-ce qu'il comprendra? Je dis, oui, il comprendra. Et il dit, bon, enfin, si vous croyez qu'il comprendra, je suis d'accord. On a envoyé cette lettre et je dis, à quelle heure est-ce qu'il y a un train, jeudi matin? Il me dit, à 9h30. Eh bien, à 9h40, il sera ici, je vous assure. Je vous assure. Le lendemain, 9h40, on sonne à la porte. Lui-même, il va ouvrir la porte. Qui êtes-vous? Je suis Raymond Petit. Vous avez reçu la lettre? Oui. Et qu'est-ce qu'il vous a écrit? Il m'a écrit ça et ça. Et vous avez compris? Il dit oui. Vous êtes juif? Non, monsieur le curé, je suis catholique. Pardon? Il était de la résistance. Il était de la résistance, parce que nous avons travaillé ensemble. Et vous avez compris cette lettre? Mais oui, certainement, c'était tout à fait clair. Moi, je ne vous comprends pas, disait-il. Vous êtes drôles, vous autres. Enfin, il est venu, il m'a apporté de l'argent, j'ai laissé une certaine somme pour... je dis, monsieur le curé, voilà de l'argent pour vos œuvres. Alors il me répond, ah, non, monsieur, cette fois-ci, ça ne sera pas pour mes œuvres. Je le donnerai là où il faut. Ce curé Brems, de Rousbeek, près de Tirlemont. Et dernièrement, nous avons eu la visite ici du gouverneur de la province de Brabant. Il lui a demandé de nouvelles et dernièrement, il m'a écrit que ce curé est mort dans une maison pour curés retraités. Et nous sommes retournés à Bruxelles et par le train en première classe, elle blessée, avec un chapeau qu'elle a pris chez la femme de ménage, avec toutes sortes de garnitures sur le chapeau. Moi avec les lunettes du curé, parce que je n'en avais pas, elles étaient justement bonnes, que j'ai renvoyées après, et le chapeau. Et nous sommes restés 2 jours chez Petit. Ma mère est venue. Et quand nous sommes venus à Bruxelles, nous avons appris que mon frère était déjà retourné aussi. Il s'est sauvé du train. Quelques jours après, nous sommes allés chez la famille d'Esbave à Anderlecht. Et alors, ils nous ont proposé, écoutez, vous pourrez rester ici, à condition que vous ne sortiez pas jusqu'à la fin de la guerre. Et À Anderlecht même. Anderlecht. Rue de la Gaîté, Rue de la 85. Gaîté, c'était fin de la chaussée de Mons. Ce n'était pas Anderlecht près de la gare, c'était Anderlecht du côté de la chaussée de Mons, très loin. 85 rue de la Gaîté. Et nous sommes restés chez cette famille jusqu'en septembre 1944. Et ce jour-là, nous sommes sortis la première fois quand les Anglais sont arrivés à Bruxelles. C'était le 3 septembre 1944, à 6 heures du soir. Ça, c'est une date qu'on n'oublie pas, ni l'heure. Ce transport, c'était quel numéro? C'était le 20e transport. Il y avait dans ce transport 2000 personnes environ. Et à mon avis, il y avait environ 320 qui se sont sauvés. Une quarantaine probablement ont été tués lors de l'échappade et par les tirs. Mais il paraît que la résistance a arrêté le train à Tirlemont. Mais vous ne saviez pas de ça? Je savais avant, parce que nous avons reçu une lettre. Nous vous attendrons à Tirlemont. Vous avez reçu une lettre de la résistance à Malines. À Malines, vous avez reçu une lettre de la résistance non juive. Non juive. Je Oui. parle de la résistance non juive, mais là, ils ont ouvert les portes et les policiers, les choupeaux qu'on appelait, ils tiraient dans le train, dans le wagon même, n'est-ce pas? Et c'est alors qu'ils ont tué. Cette même nuit, une quarantaine, au moins, ont été rattrapés par la Gestapo, dont je vous ai parlé tout à l'heure, n'est-ce pas, qui cherchait déjà sur la route. Les gens marchaient sur la route probablement et on les a attrapés, une quarantaine.
Est-ce que vous avez quelques idées comment il se fait que juste ce transport-là ait été arrêté par la résistance? Écoutez, il y en avait, parce que dans ce transport, il y avait plusieurs personnes qui faisaient partie de la résistance. Et la résistance a voulu faire quelque chose. La résistance juive? Je parle de la résistance Non, belge. non, belge. Je parle de la résistance belge. Mais c'est-à-dire, il y avait des gens de la résistance belge qui étaient arrêtés en tant que juifs, qui étaient à Malines et qui devaient être déportés? Non, il y avait des juifs qui faisaient partie de la résistance belge. Oui. Je savais exactement parce qu'après on m'a même communiqué qu'ils devaient venir en uniforme allemand, me faire sortir de Malines au moment du départ du transport. Ça ne s'est pas réalisé au dernier moment, alors ils ont arrêté, ils ont donné des signaux aux mécaniciens du train, et le train s'est arrêté près de Tirlemont. C'est le seul train qu'on a arrêté pour autant que je sache. Enfin, c'est le seul train qui a été arrêté, mais d'autres ont fait des détours autour de Bruxelles. C'était plus tard, je crois que c'était le 23e. Attendez, mon frère faisait partie du 20e transport, ensuite du 24e, je crois. Il a été renvoyé une deuxième fois? On l'a rattrapé encore une fois, mais il s'est sauvé à Anvers de nouveau. Et alors, nous étions à la Anderlecht jusqu'à la libération. Et les personnes que vous avez dit au moment que vous êtes montré dans le train, il y avait des gens qui avaient des outils donc, pour ouvrir les wagons. Est-ce que vous savez comment ils avaient obtenu ces outils, comment c'était organisé? Comme vous dites, vous avez reçu une lettre, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de prévu. Est-ce que vous pourriez me raconter quelque chose à ce sujet? Je vais vous raconter. Nous étions quatre hommes qui étaient décidés à sauter. Je parle de notre wagon. Il y avait Serja, encore deux. Un, j'ai l'impression qu'il vit ici. Il a été rattrapé également, mais il s'est de nouveau sauvé. Vous connaissez son nom? Si je ne me trompe pas, c'est monsieur de Natania. Comment s'appelle-t-il? Qui a la fabrique de chaussures. C'était son fils. Ah, le fils de Tabakman. Un des Tabakman était dans notre... Non, c'était pas Tabakman. Tu es sûr? Non, je suis sûr. Je suis sûr que non. Un des fils. Il y avait un. Parce que, écoutez, quand nous étions déjà prêts au transport à Malines, c'est peut-être un détail utile à signaler encore. Les portes étaient déjà fermées, le train devait bouger. À un moment donné, la Gestapo est venue et ils ont donné ordre, tous les hommes dehors. Nous sommes sortis, on s'est mis en rang. Il y avait un qui était arrêté probablement par les Allemands parce qu'on voyait à sa figure qu'il était battu. Il ne pouvait pas parler. Il a probablement reçu ordre de ne pas parler, mais de leur donner un signe seulement. Et ils lui ont demandé, ils ont montré de la main. Celui-ci, il a fait un geste de la tête. Non. Celui-ci, non. Un geste seulement, il ne parlait pas. Non. Il devait reconnaître quelqu'un de la résistance. Et c'était l'ami de Jacques aussi. Jacques le connaissait. Jacques, quel est son nom de famille? Je ne sais pas. Il est à Bruxelles. Il est à Bruxelles. Je l'ai encore rencontré dernièrement à Bruxelles. Vous comprenez, après ces choses-là, nous sommes des amis. Quand on se rencontre, on va boire ensemble et ça, c'est tout à fait normal. Et il a dit, ils ont montré enfin tous les hommes du train, enfin de tout ce convoi, et il n'a reconnu personne. Il a dit qu'il ne connaissait personne. Il a fait seulement un signe de la tête, non. Ça a duré une demi-heure, il faisait seulement des signes de tête, non. C'est-à-dire, il cherchait quelqu'un pour identifier qui était son collaborateur, un juif aussi. C'est-à-dire que cette résistance juive existait alors. Et pendant les 2 semaines à Malines, vous ne vous êtes pas rendu compte d'une activité de résistance ou illégale parmi les gens?
Il n'y avait pas moyen. Pas moyen. On recevait des lettres, on recevait parfois des cigarettes, n'est-ce pas, de l'extérieur, et parfois quelque chose, n'est-ce pas. On pouvait recevoir des paquets. S'il y avait de bonnes choses, alors le SS les chipait, n'est-ce pas, ils le prenaient pour eux. Non, mais au point de vue d'envoyer des outils ou des scies ou Des scies, choses. non, parce qu'il y avait un atelier. On n'avait pas besoin de le faire introduire dans le camp. Il y avait un atelier de menuiserie. On pouvait avoir tout. Comme moi, j'ai pris comment on appelle ici, le plier. J'avais en poche. Ma femme a pris un couteau dans la cuisine. Et avec le plier, on a fait des dents de scie. D'armes, on ne pouvait pas introduire. Alors, c'était inutile. Il y avait encore un jeune homme qui a essayé de s'échapper, mais enfin par le toit, mais c'était toute une histoire parce qu'il y avait un couvent derrière. À Malines. Derrière la caserne d'Ossin, il y avait un couvent. Il a essayé d'entrer dans le couvent par le toit. Ce jeune homme, c'était au 20e ou au 19e? Au 20e. Au 20e, juste Au 20e, avant nous. mais malheureusement, il a allumé une cigarette. C'était le soir. Il était sur le toit pour sauter dans le couvent de l'autre côté. Il était déjà sur le toit, il a allumé une cigarette, on l'a attrapé, il était dans la cave. Et ceux qui faisaient un peu de résistance, ils sont partis dans un wagon spécial, fermé tout à fait, et surveillé. Et nous étions aussi surveillés, mais les policiers étaient vous savez, sur le wagon, il y avait des guérites. Et ils étaient là-dedans. Mais eux, ils étaient surveillés et complètement fermés. Un autre wagon, il y avait la Croix-Rouge, un médecin, des sœurs, mais ils n'avaient pas de médicaments. Et donc, vous avez été aidé par votre ami de la résistance belge pour retourner à Bruxelles, mais vous n'avez plus travaillé dans la résistance après, Non, vous êtes caché. Non, j'ai un autre ami, il savait exactement où j'étais, on m'a proposé d'aller dans les Ardennes. Mais alors, ma femme m'a dit non, là tu devrais faire la garde, tenir encore un fusil ou quoi. Alors non, elle ne voulait pas. C'est la femme qui décide. Ça suffisait. Oui, c'était suffisant. Mais je dois dire encore que l'espoir pendant qu'on était cachés chez les amis belges était tellement grand que même pendant la guerre, nous avons préparé les vêtements pour pouvoir sortir, bleu-blanc. Et j'ai brodé des drapelets, pas des drapelets, mais des insignes. Des drapeaux, n'est-ce pas, avec les Magen David, bleu-blanc, brodé avec de l'or. Et le jour où on pouvait déjà sortir, n'est-ce pas, nous avons mis ça sur nos vêtements. Et nous étions, je pense, les premiers d'être sortis avec le Magen David. Je pense que vous n'avez pas dit à quelle date c'était que vous avez sauté du train. Cette date est très caractéristique et mémorable. C'était le 19 avril 1943, juste la veille de Pessah, le premier Seder. Et comme vous le savez, c'était la révolte du ghetto de Varsovie à la même date. Et c'était Pessah et l'AJB nous a envoyé des petits paquets. En entrant dans le wagon, chacun avait un petit paquet, il y avait des matzot et encore quelque chose. Dans le wagon qui vous envoyait? Dans le wagon, envoyé par l'AJB. Matzot, sucre, il y avait encore quelque chose. Et quelques boîtes de sardines. Des sardines. Oui. J'ai encore rempli les poches de sucre, duquel il pourra avoir quelques morceaux de sucre dans le cas où on devrait rester dans le bois ou quoi. J'avais plein de sucre. Et j'avais d'abord l'impression que c'était au moment où la résistance avait arrêté le train que vous aviez sauté. Est-ce que je me suis trompée? Nous avons eu connaissance
de ce projet d'arrêter le train ou de faire quelque chose à Tirlemont, parce que dans toutes les cartes postales que nous recevions à Malines, on parlait de Tirlemont. Enfin, 2-3 personnes avaient reçu des cartes, nous aussi entre autres, qu'on se reverra ou bien que je serai ce jour-là à Tirlemont, alors après je t'écrirai. Alors nous avons compris que quelque chose devait se passer à Tirlemont. Mais j'ai compris alors qu'il y aura certainement des bagarres à Tirlemont, qu'on devra se battre, on tirera certainement. Alors nous avons fait tout notre possible pour sauter avant Tirlemont. Et c'était justement la dernière station avant Tirlemont. Le train ne s'est pas arrêté, il roulait à du 40 ou du 50 à l'heure. Mais c'était, Roosbeek, près de Tirlemont. Parce que même en marchant, c'était pas un bois, c'était pas la route que nous avons marché vers l'église, nous avons entendu quelques coups de fusil ou de mitrailleuse. Mais nous ne sommes pas arrêtés. Vous comprenez que j'ai préféré de sauter avant, ne pas attendre le dernier moment. Et surtout qu'il avait l'occasion, le moment était très propice, et il a commencé à pleuvoir, la visibilité n'était pas très bonne, alors je me suis dit, c'est le moment. Et est-ce qu'il y a eu en général beaucoup de sauts des trains, des différents transports, ou c'était particulièrement ce transport-là? Non, il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait d'un autre transport 18, je crois, ou 19, il y avait 4 qui ont sauté. 4, 2, 3, on entendait cela. Mais le 20e transport, enfin, comme je vous ai dit, n'est-ce pas, il y avait au moins 300 qui ont sauté. Et ça, c'était parce qu'ils savaient d'avance que le train allait être arrêté? Non, on ne savait pas d'avance. Les portes étaient ouvertes. Alors tout le monde essayait de se sauver. Oui. Parce qu'on parlait déjà dans le camp, à Malines même, on ne parlait pas d'Auschwitz, on ne savait pas de cet endroit encore, mais on savait qu'on allait en Silésie, en Pologne, et cette propagande, et tout le monde parlait sauter, sauter, sauter. On appelait ça springen, 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 tout le monde en parlait. Mais c'est intéressant que c'est seulement ce transport-là et que les autres transports, il n'y a pas eu le même phénomène. Non, parce que cette propagande qu'on amenait dans le camp même, on en parlait tout le temps, dès le commencement. Nous sommes arrivés fin mars jusqu'au 19 avril, on ne parlait que de ça. À tel point, n'est-ce pas, qu'en descendant, vous savez, on avait les couchettes là-bas. En descendant, ma femme me montrait encore, tiens, comme ça il faut sauter, comme ça il faut sauter, tout le monde. C'était une psychose. Sauter du train, se sauver. Mon frère faisait beaucoup de propagande, je dois dire. C'était juste son initiative parce qu'il était lui-même une personne courageuse, ou bien non, il n'était pas courageux parce qu'il est très pessimiste. Il voyait tout en noir. Il voyait... Alors ce sont les optimistes qui ont continué le voyage. Oui. Ils croyaient que rien ne leur arriverait. Oui, les optimistes. Les optimistes. Et puis, je dois dire, ceux qui étaient animés d'autre part, d'une certaine idée. Plutôt idéale. Idéale. Oui, je voulais savoir, est-ce qu'il y a certaines personnes, plus que d'autres, qui ont essayé ou qui... Par exemple, les sionistes, ceux qui étaient dans un mouvement sioniste, par exemple. Dans le temps, ou pendant la guerre, pendant, par exemple, les gens de notre âge, cela sautait, même plus âgés que nous, qui étaient animés vraiment d'un idéal, cela sautait. Parce que même en entrant dans le train, n'est-ce pas, j'ai commencé à chanter la Tikva. Et tout le monde a chanté avec moi. Et il y avait aussi des communistes parmi eux? Oui, oui. J'ai l'impression que ce Jacques était communiste. Il ne l'est plus maintenant. Mais alors, il était dans un mouvement communiste. Parce qu'il y avait une organisation juive communiste qui travaillait pour la résistance. Oui. La question est si ces gens-là... Vous avez connu le nom de Jospin? Est-ce qu'ils n'étaient pas dans le même transport? Non, Jospin n'était pas dans le même transport.
Écoutez, j'ai eu quelques cas encore avant quand vous savez encore qu'il y avait des convocations pour aller travailler en France. Les Juifs recevaient des convocations pour aller travailler dans le nord de la France, aux fortifications. À Bruxelles. À Bruxelles. C'était les convocations qui étaient accompagnées d'une lettre de l'AGB? Non. C'était avant ça? Non, pour aller travailler en France. Et il y en a qui se sont présentés. Et je dois dire, il y a quelques communistes, je me suis même adressé pour mon frère, un communiste, qui a été fusillé, je crois, après. Ça, je me rappelle pas. Tu ne te rappelles pas, il a été fusillé, j'ai l'impression. Et ils nous ont aidés, on l'a libéré, mais enfin, ce n'était pas pour longtemps, parce que quelques mois après, il prenait déjà tous les Juifs. L'AJB, écoutez, malheureusement, ils distribuaient également, ils aidaient à distribuer les convocations. C'est malheureux, mais ils le faisaient. Je ne sais pas si... Je veux croire qu'ils étaient de bonne foi. Je veux le croire. Est-ce que vous avez su qu'il y avait un autre traitement pour les Juifs de nationalité belge que pour les Juifs étrangers en Belgique? Au début, bien, parce que les Juifs belges étaient libres jusqu'au 22e transport. Ils étaient libres, ils pouvaient sortir. Mais au 22e transport, ils ont déjà commencé après à prendre les Juifs belges aussi d'origine ou de nationalité belge. 22e transport, vous vous rappelez de quelle date c'était? Au mois de septembre. Mois de septembre Exactement, 43. septembre 43, exactement. C'est le 22e, j'ai l'impression. Ou le 21e, peut-être. Mais au mois de septembre, ils ont pris les Belges. Et vous savez à quoi a été dû le changement de politique? Non, parce qu'il n'y avait plus assez de Juifs étrangers, tout simplement. Et vous savez à quoi était dû le fait que les Juifs belges avant avaient été protégés, pour ainsi dire? Écoutez, les Juifs belges, parce que je dois dire que j'ai l'impression que les autorités, plutôt la Gestapo, je ne veux pas dire qu'elle avait peur, mais il ne voulait pas avoir de friction avec l'opinion belge. Alors les Belges, n'est-ce pas, enfin les Juifs de nationalité belge, ils ont laissé pendant quelque temps. Mais ils cherchaient du travail. La Gestapo? La Gestapo cherchait du travail. Il n'y avait pas assez de Juifs étrangers, alors ils ont commencé à prendre des Belges. Et est-ce que vous avez su s'il y avait une différence de politique des Allemands envers les Juifs en Belgique que dans les autres pays occupés? En Belgique, j'ai l'impression que cette différence consistait en ceci, que j'ai assisté plusieurs fois même à la rue, quand la voiture policière passait. Ils avaient un numéro d'enregistrement belge, pas de plaque police ou quelque chose comme ça, mais belge. Ils s'arrêtaient, ils demandaient la carte d'identité. Et si c'était un juif, ils disaient « Schnell, schnell, vite, entrez, entrez », ils ont fui, comme s'ils avaient peur. Parce qu'à tel point même, n'est-ce pas, qu'il y avait un mouchard à la rue de Serbie, et un jour, on l'a trouvé mort à la rue, un Belge qui portait l'uniforme allemand. Et c'était la résistance, enfin, qui l'a liquidé. Et pendant le temps que vous avez été caché, est-ce que vous avez su quelque chose sur les activités de la résistance en Belgique? Peu de choses, parce qu'on venait seulement encaisser chez moi, je payais mensuellement ma cotisation et c'était tout. Cotisation à quoi? Je payais la cotisation à la résistance, et je payais une cotisation à un monsieur qui venait pour les enfants qui étaient cachés. Les enfants juifs. Juifs qui étaient cachés. Les enfants juifs. Et vous savez de la part de qui il venait, quelle organisation c'était? Non. Écoutez, vous comprenez, je ne voulais pas demander. Et quand on me demandait quelque chose, de faire quelque chose, je n'ai jamais demandé à ce moment-là pour qui ou quoi. C'est pour les enfants, voilà. Et vous-même, vous avez été aidé par quelqu'un ou bien vous aviez vos moyens? Non, pour j'ai eu vous mes tirer moyens propres, je n'avais pas besoin d'être. Quand c'est Raymond Petit qui est venu chez le curé, n'est-ce pas?
Il m'a apporté de l'argent. En revenant à Bruxelles, je lui ai rendu, n'est-ce pas? D'ailleurs, chez cette famille, j'avais assez de biens et des choses qu'on pouvait vendre, n'est-ce pas? Nous savions déjà, n'est-ce pas, qu'on devait avoir des réserves, bien en or ou de dollars. Vous le savez, n'est-ce pas, 42, 43. Alors j'avais des réserves. Et petit à petit, ça se liquidait comme ça. Et les gens qui vous ont hébergé, ou d'autres gens qui ont hébergé des Juifs, est-ce qu'ils le faisaient par motif humanitaire ou pour de l'argent, ou bien c'était une façon de montrer leur opposition aux Allemands? Écoutez, je ne veux pas dire, pas pour des raisons lucratives. Pas du tout. Ceux chez lesquels nous étions cachés, c'était pour des raisons humanitaires. Ils détestaient les Allemands. D'ailleurs, n'est-ce pas, quand on faisait le ménage, n'est-ce pas, nous payions notre part exactement comme eux, ils payaient. Nous étions à 8, nous payions le 3/8. Toutes les dépenses, on faisait ensemble, c'est parce qu'il y avait une bobonne qui faisait le ménage. Nous payions notre part, exactement. Et d'ailleurs, l'argent que j'avais, c'est également elle qui le tenait, mais elle me présentait chaque fin du mois, voilà le compte, et on enlevait autant pour notre part. Et à tel point que nous sommes sortis en septembre 1944, et toutes nos affaires étaient là, les meubles étaient là. Tout ce que vous voyez ici était chez eux. Parce qu'un beau soir, que nous habitions avenue du Roi, on nous a prévenus qu'ils allaient prendre les Juifs. Alors on a transporté tout ce qu'on pouvait chez ces gens-là. C'était des amis d'affaires ou Non, pas des amis d'affaires, non. De connaissances. Et nous ont rendu, ils n'ont rien touché. Vous savez, même un paquet d'allumettes pouvait rester sans qu'ils le touchent. Et alors, étant caché, vous n'avez pas eu de contact avec des organisations juives, ou vous ne saviez pas ce qui se passait, ou bien on savait, on avait de connaissances, parce qu'on ne pouvait pas donner l'adresse à tout le monde. Oui. J'ai trouvé, oui, un jour, on est venu chercher des Juifs dans la maison où ma mère habitait, à Forêt. Et après, elle est venue chez nous, là où nous étions cachés. Elle est restée combien de temps? Quelques semaines. Quelques semaines chez nous. Ensuite, comme ces personnes travaillaient à la commune d'Anderlecht, on l'a placée dans la maison des vieillards à Anderlecht. J'ai encore trouvé des lettres que maman m'écrivait de la maison. J'ai des lettres ici, hier je les ai trouvées. Et vous écoutiez les nouvelles à la BBC? Oui, ça toujours. Toujours, tous les jours, 2-3 fois par jour. Même au débarquement, je les ai prévenus à la maison communale d'Anderlecht. Nous avons eu le premier communiqué du débarquement en France. J'ai tout de suite téléphoné à la maison d'Anderlecht et je leur ai dit. Alors cette dame me demande, ils vont faire? Je dis non madame, c'est fait. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à propos de l'atmosphère au moment où vous avez été arrêté, ou au moment ou sur ma ligne, ou sur le train, que vous pourriez me raconter? Il y a certainement des choses, écoutez, mais je crains fort que ce soit trop personnel, comme je vous ai dit, n'est-ce pas? C'est peut-être intéressant, mon point de vue général, malgré que chaque chose particulière, n'est-ce pas? Enfin, si on met tout ensemble, ça forme une vue générale, n'est-ce pas? Mais ici, ce que je vous raconterai, ou ce que j'ai raconté, c'est tout à fait personnel. Oui, mais si vous avez encore quelque chose à me raconter au sujet de la situation des Juifs en Belgique, l'atmosphère au moment où vous avez été arrêté, ou l'atmosphère, disons, de 1942 jusqu'à votre arrestation. Jusqu'à l'atmosphère, enfin, les Juifs étaient très déprimés, parce qu'on voyait ce qui se passait, on s'attendait à quelque chose. Et à tel point, n'est-ce pas, mon père est décédé en juin 1942. Et je dois vous dire que c'était le dernier enterrement juif en règle. On l'a enterré, et il y avait encore du monde à l'enterrement et au cimetière. Il y a un juif qui est mort après lui, alors on devait le transporter déjà la nuit, de peur qu'on les attrape parce qu'on ne pouvait plus. Il est mort le 24 juin.
n'est-ce pas? 43. 42. 42. Pardon. 42. Et après lui, il n'y avait plus d'enterrement. On devait le transporter dans une camionnette ou quoi, en cachette. Et je me rappelle quand nous avons sorti les meubles de la maison, il y avait quelqu'un qui passait, un juif qui a été déporté notamment aussi. Il s'est mis devant la porte, il a commencé à pleurer. Parce que nous savions ce qui nous attendait. Mais vous avez appartenu à un groupe juif avant la guerre, ou au début de la guerre, un parti sioniste ou... Parti sioniste depuis 1926, n'est-ce pas? Lequel? Je faisais partie à Bruxelles alors ce n'était pas l'Union sioniste, c'était rue de la Loi. D'abord la jeunesse juive, j'étais d'abord en 1927, j'étais secrétaire général de l'association des étudiants juifs de Belgique. Et depuis lors, j'ai toujours appartenu à l'organisation sioniste de Belgique. Est-ce qu'il y a eu parmi les sionistes quelques mouvements pour se joindre à la résistance, ou bien est-ce qu'on avait plutôt l'intention d'essayer de quitter la Belgique si possible? Si possible, de quitter. On essayait de passer, tout le monde essayait de passer en Suisse. Ça c'est déjà passé. Enfin, résistance générale, c'est-à-dire organisée parmi les sionistes, il n'y avait pas, parce qu'on ne pouvait pas se rencontrer. On pouvait sortir depuis à partir de 42 jours, 41 déjà, jusqu'à 7 heures seulement. Les Juifs étaient déprimés. Et puis, en 1942 déjà, on a reçu l'ordre de la commandature, comment est-ce qu'il s'appelait exactement, je ne me rappelle plus, qu'on devait cesser toutes les affaires. Les entreprises juives devaient marquer une plaque sur chaque affaire. Et quelques mois après, c'était organisé. Mais avant encore, quand on devait commencer à porter le Magen David, on devait s'inscrire comme juif. Alors eux, ils l'ont organisé minutieusement, ils l'ont préparé. Malgré que les Juifs se sont déclarés, ils ont déclaré leur adresse. Ils n'allaient pas dans les maisons d'après ces adresses, mais ils encerclaient tout simplement un quartier entier. Et ils prenaient le Juif, ils visitaient chaque appartement, chaque chambre. Il y a des Juifs ici, il y a des Juifs ici. Ils allaient à la rue Émile Ferrand à Bruxelles. Quand ils l'ont encerclé, nous étions à la rue. J'ai vu de loin. De deux côtés, on ne pouvait pas passer. Voilà, ils entraient dans chaque maison. Il y a des Juifs ici. Alors on les prenait, on les a entassés dans des voitures et partis. Et un jour, je suis passé également à Forêt, et en passant à la rue, quelqu'un toque dans les mains comme ça. Et je regarde en haut et il me fait signe comme ça, en disant non, que je n'aille pas par là. La police allemande était là. Les Juifs s'entraidaient, vous comprenez, mais tout cela ne pouvait pas être fait d'une façon organisée. Mais il y a tout de même une certaine organisation pour cacher des gens, pour cacher des enfants. Pour cacher des enfants, oui. Vous n'étiez pas au courant de ce qui était fait? Non. Madame, vous avez encore quelque chose à ajouter? Spécialement, je pense que mon mari a tout dit. Tout ne veut pas, parce que je suis certain que je me rappellerai encore des détails. Il y a certains détails qui échappent. Oui. Qui échappent après, mais petit à petit, quand on en parle, on se rappelle. Mais... Est-ce que vous avez connu des Allemands qui ont particulièrement maltraité les Juifs? Je pourrais vous citer le commandant Schmitz. Il était commandant de Brennpunkt et en même temps le commandant du camp de Malines. Et il venait très souvent avec son chien et il lançait le chien contre les Juifs. Il y avait même un, je ne me rappelle plus son nom, qui a été mordu par ce chien à la jambe. Je ne sais pas si on l'a amputé ou non, mais je sais qu'il a été longuement malade. D'autre part, il y avait encore un, c'était Boden, de la Silésie. Il était de la ville, tu te rappelles de quelle ville? Il était de Leipzig.
certainement, ça je me rappelle, parce il y avait des connaissances là-bas, qui étaient également très brutales. Il se promenait toujours dans la cour de Malines, enfin de la caserne d'Ossin, avec sa cravache, et un jour il a même coupé la figure d'une femme. Il l'a attrapée par le cheveu, il l'a traînée par terre. J'ai l'impression que ce sont ces deux-là qui étaient très féroces et très brutaux. Concernant les employés, les fonctionnaires belges, je me rappelle un jour quand je suis allé m'inscrire à la commune d'Anvers comme juif, l'employé a refusé de m'inscrire. Il a dit, mais je ne vois pas, comment on ne voit pas que vous êtes juif, comment est-ce que je peux savoir que vous êtes juif? Enfin, je lui ai dit, écoutez, monsieur, voilà, je suis juif et je m'inscris. Enfin, j'ai donné le nom de ma femme, il me dit, ah non, certainement pas, votre femme n'est pas juive. C'est-à-dire pour me dissuader, n'est-ce pas, que je ne m'inscrive pas. C'était pour l'employé de l'état civil à Anvers. Ensuite, je me souviens, quand j'allais chercher mes cartes de ravitaillement à Bruxelles, à la commune de Schaerbeek, quand je présentais ma carte d'identité sur laquelle il y avait le nom au-dessus, n'est-ce pas, il y avait le cachet juif, il l'a mis tout de suite en dessous pour que les gens qui étaient à côté ne voient pas qu'il y avait un juif là. Il me donnait les cartes de ravitaillement, le timbre rapidement, et il cachait cette carte d'identité avec le cachet juif. Et c'est arrivé plusieurs fois. C'est digne de le citer, de le rappeler, n'est-ce pas? Cette aide que les fonctionnaires et les employés de l'administration belge, de quelle façon ils voulaient aider les juifs. Bon, je crois que maintenant nous allons terminer. Je vous remercie beaucoup de votre coopération. Je suis à votre service. Enfin, si vous avez encore besoin d'autres détails, je suis prêt à vous les fournir. Et si je me rappelle encore quelque chose, alors je vous le ferai savoir. Je vous remercie beaucoup. Monsieur Mittelsbach, avant de terminer, j'aimerais tout de même encore vous demander une question sur votre activité dans la résistance en Belgique avant votre arrestation en 1943. Comme je vous l'ai dit encore avant, n'est-ce pas, j'ai fait partie de la résistance et j'ai aidé tant qu'on pouvait et par des cotisations, par des paiements, par l'aide, comme j'ai déjà dit avant, aux réfractaires. Il y avait encore d'autres activités qui n'étaient pas grandes parce que nous, comme juifs, nous, malgré qu'on faisait partie de la résistance belge, on se tenait de loin et ils comprenaient très bien que nous ne pouvions pas risquer parce que le risque pour nous était plus grand que pour les autres. Même après la guerre, les autorités belges ont reconnu toute l'activité que j'ai effectuée avant la guerre. J'ai été décoré de la Croix de la Résistance, de la Croix de guerre 40-45. Je suis un résistant armé reconnu. Et quand il y a, par exemple ici en Israël, même quand il y a quelques soirées belges, alors je mets mes décorations. Oui. Je les ai aussi ici. Vous avez fait partie d'un groupe de sabotage ou de liaison liaison, j'ai fait d'un groupe de liaison. En général, je faisais partie du MNB, Mouvement National Belge. Il y avait un monsieur, je ne me rappelle plus son nom maintenant, n'est-ce pas, qui m'a introduit. Là-bas, c'était monsieur... À partir de quelle date? C'était déjà en 42. Nous avons commencé en 42. Comme j'ai dit, n'est-ce pas, nous nous tenions de loin. Et les Belges, n'est-ce pas, les amis, n'est-ce pas, quand il fallait faire, alors eux-mêmes, ils disaient, voilà, vous comme juifs, tenez-vous un peu loin, parce que c'est trop dangereux pour vous. Nous ne pouvions pas sortir, on ne pouvait pas s'exposer.
malgré que nous voulions faire tout. Et ils l'ont reconnu, ils ont bien compris. Et quand il avait des actes, même quand on voulait s'y mettre, on voulait l'effectuer, on voulait le faire, ils disaient non, ne le faites pas. Ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas confiance en nous, c'était pour une raison tout à fait autre. Vous avez su de l'organisation de la 9e brigade qui était La attachée 9e à la... brigade. Oui, ça nous savions, on a beaucoup parlé. Ces fêtes sont connues de la 9e brigade, n'est-ce pas, qui était très active, à Forêt même, n'est-ce pas. J'ai beaucoup d'amis qui ont fait partie de cette 9e brigade. Moi, par hasard, enfin, j'ai fait partie du mouvement national belge, parce que j'avais des amis là-dedans. Vous vouliez encore demander quelque chose? Non, je voulais seulement savoir ces informations-là. Donc, si vous avez encore quelque chose à ajouter. Enfin, c'est à ce moment-ci, je ne me rappelle pas. Oui, après la libération, nous avons encore effectué des choses, des actions alors. Oui. N'est-ce pas, le nettoyage, on s'exposait, on allait, mais alors on était déjà tout à fait libre à ce moment-là. C'était en septembre 1944. J'ai participé au nettoyage de Vilvoorde, il y avait encore quelques noyaux d'Allemands là. Mais alors, ce n'était pas de fête héroïque ni rien de grave. Bon, merci beaucoup encore une fois.